Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous parler de création de jeux de rôle. Comme vous le savez, je me suis amusé à commencer à essayer de créer une sorte de système de jeu. Et ça fait quelques semaines, enfin même quelques mois maintenant que je suis dessus, et je commence à me poser des questions sur pourquoi finalement créer un jeu de rôle. Et je trouvais que c'était un bon sujet de vidéo en réalité. Parce que finalement, je pense qu'il y a plein de gens qui s'amusent à créer des jeux et il y a plein de contextes différents et de raisons différentes qui peuvent nous pousser à créer des jeux. Et à ce stade, moi qui étais en train de m'amuser à en créer un, au moment où je me suis rendu compte que franchement, ça commençait à être plutôt pas mal, enfin je m'amuse bien avec et tout, je trouve que les systèmes en fait que j'ai créés indépendamment les uns des autres sont rigolos, eh bien je me retrouve à me dire, en fait, je pourrais continuer de l'écrire indéfiniment. Il y a 1 milliard de choses que je pourrais écrire dedans. Et finalement, à quoi bon? Pourquoi le faire en fait? C'est une vidéo assez philosophique. Nous sommes partis. Pour ce genre de vidéo, il nous faut absolument le tableau. Le tableau. Ok, ça va partir probablement dans tous les sens. On va faire un peu de mind mapping, comme disent les Anglais. Pourquoi créer un JDR? Donc j'imagine que la plupart des gens qui regardent ma chaîne sont maîtres du jeu ou essayent de débuter pour pour lancer une partie de jeu de rôle, on va dire. Peut-être que aussi beaucoup d'entre eux ont déjà créé des jeux ou modifié des jeux, fait du design pour modifier des jeux, pour les adapter à leur campagne, à des choses qu'ils voulaient faire, etc. Et donc, ce dont je vais parler va pas être totalement inutile, ça va probablement résonner avec vous. Par contre, est-ce que ça a un but, cette vidéo? Je ne crois pas. Moi, je suis comme vous, c'est-à-dire que il arrive que je joue à un jeu et j'ai envie de le changer, donc en fait je fais un peu une sorte de game design parce que je veux faire quelque chose de différent. Il m'arrive de vouloir créer un jeu plus ou moins complexe, plus ou moins en partant de pas grand-chose ou en récupérant un jeu existant pour faire un truc différent. Enfin, c'est une sorte d'étrange laboratoire que de créer des jeux. Et je pense aussi, au fond, qu'à chaque fois qu'on fait une partie de jeu de rôle, on crée en partie le jeu auquel on joue, même en grande partie. Parce qu'un jeu de rôle, c'est pas un jeu de rôle tout à fait comme les autres. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément de standard de ce qu'est une partie de jeu de rôle, exactement de comment ça se passe, etc. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait beaucoup parler et qu'il y a autant de vidéos, potentiellement de conseils ou de visions sur le jeu de rôle. Je parle de réflexion. Qui sont méta en fait sur le jeu de rôle, mais pas seulement méta en tant que marché, parce que ça, dans tous les domaines, on va dire, du divertissement, du jeu, etc., il y a plein d'analyses méta de partout. Et dans le jeu de rôle, on y met un truc d'un peu plus subjectif, d'un peu plus personnel, ce qui montre bien que lorsqu'on fait une partie de jeu de rôle, on se contente pas, entre guillemets, de consommer un jeu de société. Et donc, étant donné que à chaque fois qu'on joue une partie de jeu de rôle, celle-ci est unique, mais pas seulement au sens de quelles sont les successions de coups qui ont été joués, vous voyez. Il y a plein de parties d'échecs qui sont uniques dans le sens où il y a 1 milliard de possibilités de coups, etc. aux échecs, soyons bien clairs. Mais je pense que pour qu'on attache une sorte d'importance à une partie, des souvenirs précis à nos parties de jeux de rôle, c'est qu'il se passe autre chose en plus. Et cette autre chose, c'est que c'est notre imaginaire, c'est notre subjectivité qu'on injecte dedans. On vit vraiment une expérience à chaque fois qui est unique. Et donc, quand vous achetez un jeu de rôle, vous achetez un petit peu une illusion. Ok ? Vous achetez l'illusion que vous allez faire ce qui est écrit dans le livre. Mais en fait, in fine, on ne fait pas exactement ce qui est écrit dans le livre. On se retrouve tout le temps à improviser de manière plus ou moins importante, à inventer des trucs en vol, à s'adapter. Il y a une expérience sociale, etc., qui n'est pas du tout managée, elle, par le livre. Le livre contient des outils, des choses qu'on va essayer d'utiliser dans différentes situations, etc. Et le livre ne sait pas du tout ce qui va se passer à notre table. Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'on crée des JDR? C'est ça qui est vraiment bizarre. Vous voyez, actuellement, par exemple, moi je crée donc un jeu, et je pense, je suis arrivé un peu au bout de ma démarche pour le moment, parce que j'ai pas encore résolu la question de pourquoi en fait je fais ce jeu. Ce qui est pas gênant, on peut créer des trucs sans savoir pourquoi. Genre des fois je fais des dessins, je ne sais pas pourquoi je les fais, ça m'amuse. Mais le fait de mettre en forme et tout, un jeu de rôle, de l'écrire comme si quelqu'un d'autre allait le lire en espérant qu'il y joue, je sais pas quoi, c'est quand même quelque chose d'assez étrange quand on sait à quel point, quand cette personne va récupérer mon truc, ce qu'elle va faire, ça va être différent des raisons pour lesquelles j'ai écrit le truc, vous voyez ce que je veux dire? Ou de ce que je m'attendais à ce qui se passe quand qu'elle prenne le jeu. Je pense par exemple que si le but, lorsqu'on écrit un jeu de rôle, ou qu'on veut proposer un outil pour des rôlistes, c'est de faire en sorte que ce qu'ils fassent ressemble le plus possible à ce qu'on avait prévu qu'ils fassent,
de se fixer une sorte d'obligation de résultat. Je vais créer mon jeu pour qu'il fasse ça. Bah, le scénario, par exemple, est beaucoup plus fort. Et encore que, même si je donne mon scénario à quelqu'un, j'ai aucune idée de à quel point il va le modifier, à quel point il va le respecter, le protéger, faire en sorte que le scénario se déroule exactement comme moi je l'avais écrit avant de lui confier, ou à quel point il va l'adapter, etc. Donc en fait, c'est vraiment étrange de créer un JDR. Alors c'est pareil dans plein de médiums, genre on contrôle pas ce que les gens vont ressentir, vouloir se figurer en lisant un roman par exemple. J'ai l'impression qu'en JDR, c'est encore plus particulier parce que c'est hyper interactif. Donc déjà, le fait de se dire, je crée un JDR, quand quelqu'un va le lire et s'en servir, il va faire exactement ce que moi je m'étais figuré lorsque j'écris mon JDR, je pense que c'est une illusion. Et ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand j'achète un JDR, je me dis, oh là là, les illustrations sont bien, oh là là, le scénario il est bien, oh là là, je m'imagine qu'il va se passer ça, ça, ça. Le JDR en fait a une sorte d'effet bovaroliste, genre on se projette en lisant le livre dans nos futures aventures, en se disant... Mais bien sûr, c'est ça qui va se passer quand je vais utiliser ce JDR. Et c'est un peu une illusion. Parce qu'au final, il va y avoir nos joueurs des aberrations mathématiques quand celui-ci se base sur certains jets de dés. Il va y avoir nos envies du moment, qui seront probablement pas les mêmes au moment de notre lecture et au moment de la session 4 de la partie, où il se sera passé tellement de choses qu'au final, les procédures qui étaient prévues par le jeu, on va plus ou moins en sortir. Et j'ai l'impression d'ailleurs que plus le jeu veut absolument contrôler, enfin réduire la part de hasard et de qu'est-ce que les gens qui vont le récupérer et qui vont s'en servir vont pouvoir faire. En gros, plus l'auteur, entre guillemets, a voulu créer un cadre très précis, plus... enfin, d'une certaine façon, ça désenchante le jeu de rôle. Il y a beaucoup de gens qui sont repoussés par des jeux qui veulent très précisément leur dire exactement ce qu'ils doivent faire, quoi. Donc ça, déjà... Je pense que pour un auteur qui veut absolument contrôler l'effet de son jeu, c'est très ingrat. Les gens lui disent « j'ai pas compris ton jeu, j'ai modifié cette règle et tout ». Ils peuvent être hyper déçus. Si leur objectif, c'était que les gens ils disent « oh, j'ai fait exactement ce que tu avais écrit dans ton livre, à la virgule près, et ça a marché ». Et d'ailleurs, je pense que les gens qui disent ça, la plupart du temps, sont eux-mêmes pas tout à fait clairs, parce que j'ai déjà, en discutant avec des... différents MJ, etc., entendu certaines personnes dire « Ok, j'ai joué à tel jeu, et voilà, il est tellement bien équilibré, il est tellement bien fait et tout. » Et ensuite, quand on leur demande qu'est-ce qui s'est passé dans leur partie, je sais pas, je vais prendre un truc genre le Black Sword Hack, je dis n'importe quoi. Black Sword Hack, c'est... 1, 2, 3. Le Black Sword Hack, c'est censé produire un truc un peu, là, je crois, la Moorcock, Sword and Sorcery, blabliblou. Quelqu'un, il va te dire « J'y ai joué, c'était trop bien et tout. » Et en fait, tu vas pousser de 2-3 questions en lui demandant « Ah ouais, il s'est passé quoi ? Qu'est-ce que ceci ? Qu'est-ce que cela ?» Il va dire « Bon, cette règle-là, on l'a pas vraiment utilisée. Finalement, c'était un truc qui ressemblait beaucoup à du Game of Thrones. » Et en fait, ils ont fait du livre n'est pas vraiment, entre gros guillemets, toujours la promesse précise que devait délivrer le livre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que c'est pas très grave. Et du coup, ça pose quand même la question de pourquoi créer un JDR, qu'est-ce qu'il faut foutre dedans, quoi. Et donc, plus j'y pense, plus je me dis que moi, quand je prends un JDR, je l'achète. Ma première interaction avec ce JDR, c'est de le lire, et ça me provoque cette illusion. Genre, je me dis, j'ai la 4e de couve, je me dis, ah ouais, c'est ça qu'on va faire, ok, d'accord, machin. Et puis, je lis et je m'imagine ce qui pourrait se passer, machin, bidule. Donc déjà, ça, c'est un plaisir. L'illusion, c'est pas péjoratif, c'est une sorte de... C'est un fantasme, quoi. C'est comme lire un roman, en fait. Genre, à ce moment-là, le JDR m'inspire. Je pense que le JDR inspire. Ça, c'est peut-être une première réponse que je trouve déjà assez sympa, hein. J'ai pas de script. Du coup, c'est aussi pour réfléchir que je fais ce truc. Le JDR, déjà, m'inspire. Genre, même s'il y a une petite mécanique, même s'il y a un PNJ, même s'il y a un lieu, même s'il y a un truc, en fait, je le lis presque comme je regarde un film, comme je joue Je le vois comme une matière première et un truc qui permet d'échapper à la réalité, de lire un jeu de rôle, tout comme je vais lire un roman ou regarder un film, quoi. C'est en même temps de la matière première et en même temps une expérience où j'imagine des choses et ça me fait plaisir. Et dans un deuxième temps, je crois que ce que je cherche dans un JDR, c'est une forme de clarté ou de mise en confiance, je crois. Parce que les JDR qui passent pas l'étape de l'inspiration, vous voyez, inspire, c'est l'étape 1, quoi. Mais
si ça m'a juste inspiré, je vais pas forcément y jouer. En tout cas, je vais pas vraiment y jouer tel quel, je vais pas utiliser son système, je vais pas utiliser ses scénarios, tout ça. Ça va juste rentrer dans ma banque de données, quoi. De MJ qui, au fond, est créatif et a envie de faire plein de trucs différents. Et si, en plus, le jeu, il m'apporte une forme de clarté, de confiance, que je fais 2-3 tests, que je joue avec et que je trouve que c'est rigolo, la mécanique ou le scénario a l'air bien, etc., éventuellement, il va passer à l'étape 2, qui est de me dire, vas-y, je fais confiance à ce truc, et je l'applique, on va dire, allez, à 80%, comme c'est écrit, et puis je fais quand même ma tambouille sur les 20% qui restent. Ça, on va dire, c'est en termes d'intention de prep. Puis ensuite, je vais jouer, et la partie, les joueurs, le chaos, le hasard, tout plein de facteurs complètement incontrôlables, hein, du point de vue du jeu en lui-même. En tout cas, de la plupart des jeux traditionnels qui reposent sur des jets de dés, sur le fait de laisser des choix aux joueurs, etc. En théorie, eh bien, ce qui reste concrètement du livre, en fait, enfin, je sais pas comment dire, comment exprimer ça. Au final, qu'on va jouer, ça va être à 70%, je sors des chiffres complètement au pif, à 70% des trucs qui sont venus de la partie, du moment, des relations entre les gens à la table, etc. Et puis à côté, accessoirement, on a eu le petit système de résolution qui a participé. On a eu les amorces du scénar, les PNJ, finalement, des idées d'intrigue, d'esthétique, etc., qui ont participé à créer l'expérience finale. Mais clairement, tout ça n'est pas, on va dire, le résultat du livre. Enfin, le livre qui produit la partie, très peu de pourcentage près d'études du MIT. Donc, pourquoi créer un JDR ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Qu'est-ce qui est intéressant ? En quoi écrire le truc, le formaliser, tout ça, est une contribution intéressante ? À quel moment ça commence ? Donc déjà, toutes ces questions philosophiques, on s'en tamponne. Hein. Si vous aimez bien créer des jeux pour vous... comme ça et tout, let's go, quoi. Encore une fois, je pense qu'on peut créer sans avoir un objectif, et puis, au bout d'un moment... En fait, il y a une grosse différence, on va dire, entre créer et formaliser et publier. Ça, c'est une autre piste qui est intéressante. Que pourquoi créer un JDR ? Je vois très bien pourquoi on pourrait créer un JDR. Par contre, pourquoi formaliser et publier un JDR ? Peut-être la question qui viendra après. Je crois que c'est ça plutôt ma question centrale, en réalité, mais je me rends compte que ma première formulation de question n'était pas ouf. Parce que pourquoi créer un JDR ? Je vois quand même très bonne raison de le faire. Hop ! Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, en vrai, ça répond. C'était le début de ma réflexion sur pourquoi formaliser et publier un JDR. Parce qu'en vrai, je pense que on crée tous, entre guillemets, du JDR. En fait, le JDR, ça veut un peu rien dire. Et on en crée tous pour de très bonnes raisons. Parce que, par exemple, semaine prochaine, j'ai papy et mamie qui viennent jouer au jeu de rôle. Bon, ben, je vais leur préparer un scénario, je vais peut-être inventer une petite mécanique qui va les servir, etc. Donc en fait, je vais faire un peu du sur-mesure, de la cuisine, pour jouer une bonne partie. Ou bien je vais créer des scénarios, ou bien je vais inventer une mécanique pour un moment spécifique de ma campagne. Je vais inventer un monstre. Et en fait, tout ça, c'est de la création de JDR par petits bouts. En fait, on peut créer on crée tous en JDR de façon modulaire. Et d'ailleurs, je pense que ça s'inscrit très bien. On retrouve ça dans la logique OSR. En fait, on n'a pas tous, ou moi qui m'écoutez, on ne s'est pas tous amusés à créer de A à Z un système de jeu de rôle en le formalisant avec ses propres mécaniques de résolution, sa propre, je sais pas moi, création de personnages, tous ses scénarios, etc. On s'est pas tous amusés à faire ça. Par contre, on s'est tous plus ou moins amusés de manière modulaire à créer des trucs pour du JDR. Et je pense que la raison est simple, c'est parce qu'on crée des trucs qu'on a envie de jouer. Ça, c'est une première chose. On crée des trucs qu'on a envie de jouer. Ça fait partie de la prep, que ce soit formel ou informel. On l'écrive bien avec des phrases toutes faites, ou que ce soit des petites prises de notes, des petits process, des petites mind maps, des petits trucs. On crée tous des choses qui donnent lieu à des parties de jeu de rôle, qui montrent bien qu'une partie de jeu de rôle, pour qu'elle ait lieu, n'a pas besoin, d'ailleurs, d'un système de résolution, d'un système complexe qui prenne la forme standard de ce qu'on pense être un jeu de rôle aujourd'hui, c'est-à-dire un bouquin, quoi. Un bouquin qui nous dit tout ce qu'on doit faire, etc. Donc, en faisant des parties de JDR, on crée du JDR, en fait. Et en les préparant, on participe, d'une certaine façon, à créer des modules et tout. Et dans la sphère OSR, par exemple, OSR, et ben pour le coup, ce que les gens se sont dit, c'est
On va utiliser grosso modo D20 plus stat. Ok, ça on a compris. On garde la CA, on garde les dégâts. Et maintenant, chacun, tous de notre côté, on va créer nos petits modules chez nous. Et donc créer du JDR, entre guillemets. Et potentiellement, on va se partager ces modules. Ok. Et en fait, cette démarche de se partager des modules est d'une drôle de manière très liée à l'OSR, dans l'imaginaire collectif, quoi. Alors qu'en soi, partager un scénario, vous voyez, un scénario agnostique, enfin, système agnostique, comme on aime à dire, parce que agnostique, c'est... D'ailleurs, c'est super bizarre qu'on utilise le terme agnostique, non? Parce que c'est un lien avec Dieu, quoi. Système agnostique, système... Enfin, indépendant de son système, un scénario où on parle pas des règles, finalement, c'est une manière un peu... pareil, de créer du JDR de manière modulaire et de le partager, quoi. Et donc, on se rend compte que j'ai l'impression, première chose, il n'est pas nécessaire de s'inscrire dans une logique de création de système, vous voyez, pour créer quelque chose de pertinent en jeu de rôle. D'ailleurs, on le retrouve dans certains concepts. Par exemple, la session 0, vous voyez, qu'on n'aime pas, il y a plein de manières de la faire et tout. C'est un truc que plein de gens vont utiliser en JDR, qui n'a rien à voir nécessairement avec un système précis. On peut le transporter d'un endroit à un autre. Après, d'une table à une autre, on peut faire des sessions 0 différentes, pas faire de session 0 d'ailleurs, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que cette session 0 contribue, fait partie du système qui produit la partie de jeu de rôle. C'est la vision un petit peu forgienne de l'affaire, si vous voulez. C'est-à-dire que tout est système, potentiellement. Et donc, la session 0, par exemple, en établissant des thèmes, en faisant du world building collectif, etc., et ben, va énormément impacter notre expérience de jeu de rôle, la fiction qui va se produire, toute l'expérience qui va en découler, alors que c'est pas une histoire de « je jette plus force pour escalader un mur », vous voyez, on s'en fout de ça. Ça va probablement même avoir plus d'impact, c'est-à-dire que je peux vous donner un livre de jeu de rôle avec tout un système de classes, de capacités spéciales, etc. Vous, en tant que MJ, vous le lisez, ok. Eh bien, si après avoir lu ce manuel de jeu de rôle, vous décidez, vous le filez à vos joueurs, même eux l'ont lu d'ailleurs, admettons, même eux l'ont lu, donc tout le monde connaît les règles, par exemple de Donjons et Dragons 5e édition, n'est-ce pas? Eh ben, je pense que ce qui va le plus impacter l'expérience, enfin, à ce stade, si tout le monde a lu les règles et tout, en vrai, le système va avoir déjà plus de puissance que si c'était vous, juste en tant que MJ, qui avez lu le livre. Parce que si vous êtes le seul à avoir lu le livre, autant vous dire que tout ce qui se trouve dans le manuel des joueurs, si les joueurs l'ont survolé, que c'est vous qui vous occupez de leur monter en niveau ou je sais pas quoi, finalement, tout ce bouquin a beaucoup moins d'effet sur ce qui va vraiment se produire à la table. Si tout le monde a commencé à lire le livre et à réfléchir dessus et tout, déjà, le livre influence beaucoup plus vos neurones, vos petites têtes, et donc va influencer votre manière de jouer, puisque vous avez tous lu le même livre. Ok. Mais si vous mettez une session 0 sur laquelle, par exemple, on se met d'accord sur ce à quoi on va jouer exactement, qui sont nos personnages, leurs relations, etc., cette session 0, finalement, j'ai le sentiment, a au moins le même, voire plus d'impact que le jeu auquel vous avez choisi de jouer, vous voyez. Parce que une fois que vous aurez établi vraiment vos envies, ce que vous voulez produire à la table et tout, au travers d'une session 0, par exemple, c'est juste un exemple, je suis pas en train d'essayer de vendre la session 0, eh bien, ce qui va être déterminé dans cette session 0 va probablement surpasser le livre, surtout si vous êtes dans l'état d'esprit que c'est plus important ce que vous avez établi en session 0 que ce qui se trouve dans votre bouquin. Et donc c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que vous allez probablement modifier des règles à des moments, parce que je sais pas, moi, vous avez décidé, on n'avait pas envie, j'en sais rien, moi, de traquer les rations, ou alors on a envie d'avoir des repos qui fonctionnent différemment, j'en sais rien, il y en a un, il a vu un module sur internet, l'autre, il est inspiré par un film et tout. En fait, on va faire une sorte de truc collectif, on va mettre des choses ensemble, et on va venir péter potentiellement notre système, qui va nous servir plus de béquille, d'appui, et ce qui se passe à la table entre nous, etc., va devenir plus important pour l'expérience. Et donc, de fait, si nos conversations, les arbitrages qu'on fait ensemble, etc., à la table, ont plus d'importance que le système de règles qui nous est présenté par le livre, eh bien, c'est quoi le système qui impacte la partie? C'est le système humain qui se crée à la table. C'est la conversation qui se crée à la table, etc. Donc, je suis parti très très loin, mais ça, voilà, c'était l'explication de pourquoi tout est potentiellement système. Pourquoi, quand vous mettez, je prends un autre exemple, qui peut être, je pense,
assez bien illustré. Si vous mettez les mêmes personnes toutes les semaines, sans aucun système de règles, à faire des parties de jeux de rôle ensemble, probablement que les parties qui vont résulter petit à petit du fait qu'elles jouent ensemble vont commencer à se ressembler. Il va y avoir des manières de faire qui vont émerger, comme dans une sorte de mini-société, quoi. Et en fait, ils vont se créer leur propre système alors qu'ils n'avaient aucun jeu de rôle à la base. La différence fondamentalement, c'est que le système qu'ils vont utiliser n'est pas un système basé sur nécessairement le hasard, les dés, des mécaniques ludiques de jeu qui sont inscrites dans le livre, n'est pas formalisé. C'est un système humain et social, en fait. Émergent, si je puis dire. Bref, je suis parti très très loin. Mais tout ça pour dire que créer du JDR, j'ai l'impression qu'on le fait passivement. On le fait tous, plus ou moins de manière importante. Donc dans ce cadre-là, c'est quoi finalement le rôle du livre de jeu de rôle? C'est une flèche. Ouais, elle est trop moche, ouais. Ok. On a ce système qui émerge là. Là, on va se poser la question, c'est quoi du coup le rôle du livre de JDR? Je pense qu'il a plusieurs rôles, hein. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas, c'est bien normal, clairvoyants sur le rôle. En fait, si je suis juste en position de consommateur, je vais demander à quelqu'un, tu joues à quoi comme jeu de rôle? Et lui, il va se dire, le jeu de rôle, c'est le livre en fait. Donc par exemple, il va me dire, je joue à Donjons et Dragons, ou je joue à l'Appel de Cthulhu, ou je joue à ceci, cela, etc. Et en fait, en réalité, quand il me dit ça, il ne me dit rien. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée en fait de comment ça se passe chez lui. Et c'est vraiment une différence fondamentale avec d'autres jeux. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit je joue à l'Appel de Cthulhu, je suis en mode ah ouais, vous faites comment et tout. Si je creuse, je vais me rendre compte qu'il ne joue pas du tout à l'Appel de Cthulhu comme c'est écrit exactement dans le livre de règles. C'est quasiment sûr. Quasiment 100% fucking sure. Alors que si je lui demande ouais, tu fais des jeux de société et qu'il me fait ouais, je joue à je sais pas moi, au Monopoly, je peux facilement me projeter sur ce que c'est la partie de Monopoly, vous voyez. Il n'y a pas 15 milliards de paramètres. Allez, il y a peut-être Jean-Jacques qui triche, et du coup, ça change un petit peu, quoi. Mais sinon, en fait, il joue au Monopoly. Et donc, en jeu de rôle, c'est pour ça que je dis que c'est une illusion, le fait de se dire que c'est le livre qui fait le jeu, parce que quand quelqu'un me dit « j'ai acheté ce jeu, il est bien », j'ai kiffé, je sais pas pourquoi il a kiffé, en fait. Vraiment, il y a tout à faire, il y a tout à creuser, à discuter, à jouer ensemble pour comprendre vraiment ce qu'il fait en fait. Du coup, le livre, à quoi il sert? Si on est un peu clairvoyant. Je disais, moi je pense qu'il sert à inspirer par son univers, par plein de trucs, ses scénarios, ses machins. Il sert à apporter une forme de clarté / de confiance. Et ça, pour moi, c'est lié à sa formalisation. C'est-à-dire qu'il crée en fait un référentiel. Les deux choses vont de pair. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va probablement pas faire exactement ce qui est écrit dans le livre. On va avoir un objet dont on va pouvoir plus facilement discuter. On va pouvoir se mettre d'accord, par exemple, au début de la campagne, se dire on va essayer de suivre ce référentiel qui va nous aider. Ou bien, lorsqu'on aura un conflit à la table, plutôt que de gérer tout ça, je sais pas moi, à la conversation, on va suivre cette règle formalisée, cet outil formalisé. Par exemple, lorsque deux entités de notre histoire s'affrontent, A et B, on a une équation X qui comprend un jet de D20 qui va nous dire en gros quelle est la suite de l'histoire. Ça, c'est une formalisation. Et donc ça donne de la clarté, de la confiance, ça donne de la direction en fait. Donc, en fait, c'est une sorte de... le livre, une sorte de mix entre un référentiel qu'on peut plus ou moins suivre, formalisation de certaines règles que d'autres ont utilisées probablement à d'autres tables et qu'on va essayer d'appliquer à la nôtre et voir si ça match. C'est quand même beaucoup ça, la manière dont on touche au jeu de rôle. Et il y a aussi un côté, c'est un paquet de contraintes, un set of constraints, un paquet de contraintes qui peut nous venir cadrer en fait. Ça va donner un cadre. Et je pense qu'un jeu de rôle ne peut pas la plupart du temps, espérer faire mieux que cela. Parce que si les règles qui nous étaient données, en fait, nous disaient exactement ce qu'on doit faire et exactement les options qu'on a, et qu'on s'interdisait, entre guillemets, tout ce qui relève du vide fertile. Donc le vide fertile, c'est en gros, grosso merdo, en tout cas de ce que moi j'en ai compris, ou la manière dont je vais l'utiliser ici. Je ne sais pas s'il y a une définition officielle du vide fertile. Officielle. C'est que ce vide fertile, si je puis dire, c'est ce qui se passe et qui n'est pas particulièrement prévu par les règles. Vous voyez, si par exemple je dis mon jeu, c'est un univers de fantasy, héroïque, et en gros, quand il y a une action qui se passe, on jette un des 6. Sur 1-2, c'est un échec. Sur 3-4, c'est une réussite avec complication. Et sur 5-6, c'est une réussite totale. Là, j'ai un système. On sait qu'on est dans un univers de fantasy.
Et on sait que lorsqu'on va se poser une question un petit peu sur une action qu'on fait, on va utiliser ça. Mais là, il y a un vide fertile immense. Vous comprenez bien qu'il y a un vide fertile immense. Puisque, déjà, cet univers de fantasy, il n'est pas défini du tout. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que, est-ce qu'on invente ce qui se trouve dedans? Est-ce que c'est le MJ qui invente? Est-ce que on fait un world building collaboratif, etc. On ne sait pas. Quand est-ce qu'on jette le D6, en fait, exactement? On ne sait pas trop. Déjà, vous vous rendez compte de l'infinité qui vient de s'ouvrir devant nous. Et qui plus est, vu que, par exemple, admettons, on utilise ce système pour faire une partie de jeu de rôle, et ben on s'imagine qu'on va aussi avoir des moments où on va discuter, en fait, entre personnages. Des moments où il va y avoir des enquêtes, des moments où on va prendre des décisions qui ne sont pas du tout prévues par le jeu. Tout ça, c'est cette sorte d'espace vide fertile qui, en grande partie, selon moi, caractérise le jeu de rôle sur table, tel qu'on le pratique la plupart du temps. C'est vraiment une caractéristique, le vide fertile. Ça veut pas dire, attention, ça veut pas devenir dogmatique. Ça veut pas dire que pour qu'un jeu de rôle il soit bien, il faut absolument qu'il y ait que du vide fertile et zéro règle. Non, ça, on va trop vite dans les conclusions, là. Là, ça deviendrait idéologique, presque. Non, je pense que là, en tant qu'analyse de l'objet, moi, c'est ça, c'est ce que je pense en tout cas. Le jeu de rôle se caractérise par l'existence d'un vide fertile beaucoup plus important que dans beaucoup d'autres formes de jeu. Du vide quant à potentiellement l'objectif même de ce à quoi on joue. Parce que par exemple, si vous dites à des gens, vous êtes sur une île, ok? Vous mettez 30 personnes d'un côté d'une île, 30 personnes d'une autre, et vous leur dites, il y a un drapeau au milieu de l'île. Celui qui parvient à récupérer ce drapeau, à le garder pendant 3 jours dans sa base, à gagner, et qu'il n'y a aucune autre règle, il y a énormément de vide fertile, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais l'objectif est très très précis. Donc d'un seul coup, il y a des stratégies qu'on peut presque déjà imaginer à l'avance, des trucs qui vont se passer. Est-ce que des gens vont changer de camp? Vous voyez, il n'y a même pas de règle sur le fait qu'on change de camp. Donc cet homme, en fait, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont tous se rallier. Vous voyez? Parce par exemple, on n'a pas défini qu'il n'y avait qu'une équipe qui pouvait gagner. Donc en fait, on pourrait partir du principe qu'ils vont collectivement former plus qu'un seul clan, prendre le drapeau et dire on a tous gagné. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de règle, tout simplement. Alors que si on dit une seule des deux équipes, les rouges et les bleus, peuvent gagner, et ils ont des t-shirts rouges et bleus, ah là, on vient de mettre une composante PVP qui vient refermer un peu le vide fertile. On a encore énormément de vide fertile, vous voyez? Mais on n'a pas dit qu'on pouvait pas échanger les t-shirts. Ça tombe, des gens vont, à la dernière minute, voyant que l'équipe rouge est en train de gagner, se dire, moi je veux être dans l'équipe des gagnants. C'est ce qu'on appelle des traîtres. Et ils vont capturer un mec de l'équipe rouge, lui voler son maillot, lui donner son maillot bleu, repartir avec son maillot rouge pour être dans l'équipe qui gagne et qui a le drapeau. Je pars méga loin. Mais du coup, vous voyez que le vide fertile n'est pas une spécificité, du coup, du jeu de rôle. Mais c'est une de ses caractéristiques principales. Donc, j'ai le sentiment que si mon jeu, je le conçois comme un jeu de société, etc., qui viendrait trop contraindre le vide fertile, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, ou que c'est plus un jeu, ou que je sais pas quoi, mais c'est de moins en moins cette horrible entité floue qu'on appelle jeu de rôle sur table. Ce qui nous amène, je pense que c'est peut-être le plus important, au-delà de l'inspiration, et de la clarté, du référentiel commun, du langage commun, il nous amène des contraintes pour renouveler l'expérience. Voilà. À chaque fois, le bouquin, à chaque partie de jeu de rôle, au début, c'est un vide fertile. Il n'y a rien. Si on commence à mettre des gens autour de la table, il y a un jeu qui commence à apparaître, naturellement. Ils se mettent d'accord sur un truc auquel ils veulent jouer, blablabla. Et si on amène donc ça crée déjà une forme de cadre, vous voyez, tac, tac, tac. Des sortes de facteurs de pression sur le vide fertile. Et par exemple, si j'amène un livre, boum, le livre on va le mettre en rouge, le livre on va le mettre en vert. Ça c'est la sorte d'espace de vide fertile que les gens ont trouvé tout seuls. Puis là il y a le livre de jeu de rôle qui vient s'ajouter, paf. Et le livre de jeu de rôle il va nous dire, ok, ça va être ça finalement notre zone de jeu. Donc vous voyez qu'il y a des parties de la zone de jeu proposée par le livre qui ne sont pas dans le cadre des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des trucs du livre que les joueurs ne vont pas jouer. C'est ce dont on parlait. Ils n'appliquent pas telle règle, ils changent telle règle et tout. Il y a aussi peut-être des choses que les joueurs vont vouloir jouer. On va mettre ça en rose là. Il y a peut-être des choses que les joueurs vont jouer qui ne faisaient pas partie, vous voyez, du cadre du livre, qui vont ajouter. Et puis, il va y avoir un mélange, un endroit où ça va être la rencontre un peu du livre et des joueurs. En gros, la zone de jeu, ce qu'on va faire, c'est un ensemble de contraintes qui vont venir limiter, influencer notre espace de jeu, ce qu'on s'autorise à faire, ce qu'on ne s'autorise pas à faire,
les manières dont on le fait, etc. Et donc c'est pour ça que j'aime à dire que le livre, c'est comme une sorte de troisième joueur à la table, en fait. C'est un système supplémentaire qui ne précède pas forcément les joueurs. On peut jouer sans livre, et voilà quoi. Donc là, on a parlé de pourquoi créer des jeux, un peu, d'une certaine façon, de à quoi il sert en fait le jeu. Je vais essayer de revenir à mon sujet initial. Pourquoi le formaliser et le publier du coup? Du coup, a priori, c'est pour proposer c'est pour inspirer des gens. Enfin, alors, plusieurs motivations. Là, on parle de motivation. Donc, on peut avoir envie, en tant qu'auteur, d'inspirer, de donner de la confiance, de donner un nouveau set de contraintes à des gens, tout simplement. En fait, on a envie de proposer un jeu pour qu'ils remplissent ces trucs-là. Bon, il y a probablement des trucs que j'ai pas cités, hein. Je suis pas Nostradamus, je sais pas quoi. Et voilà, ça c'est ce dont moi j'ai l'impression qu'on peut trouver dans un livre de jeu de rôle. Donc il y a des gens, ils se disent, je veux créer un jeu de rôle pour faire ça, quoi. Mais il peut y avoir d'autres raisons qui donnent envie de créer un jeu. Il peut y avoir déjà l'argent. Pourquoi formaliser finalement son jeu? C'est pour le partager. En fait, je vais aller à un autre endroit, je vais recommencer ailleurs, à un endroit. Pourquoi publier un jeu? Et donc le formaliser pour pouvoir le publier. Dans le fait de publier, il y a le fait de partager. On peut avoir envie de le partager avec d'autres gens. On peut avoir envie de le partager ou bien de le vendre, par exemple. Alors, se faire de l'argent dans le jeu de rôle, c'est rarement... Comment dire? Le fait de créer un jeu de A à Z pour essayer de se faire de l'argent, c'est quand même pas un méga bon business model, quoi. Mais ça reste une motivation possible. Mais voilà. Il y a le fait de partager. Mais ce qui est intéressant, c'est que si du coup, c'est parce que j'ai envie de partager, parce que j'ai envie de vendre, que je crée un jeu, et pas dans le sens inverse. Donc la raison pour laquelle j'ai publié, c'est parce que, on va dire ça c'est le scénario 1. La raison pour laquelle j'ai publié mon jeu, c'est parce qu'au départ j'avais envie de partager un truc ou de le vendre, et du coup ça m'a amené à créer quelque chose, et ensuite je l'ai publié. Ça, c'est vachement compliqué, parce que, d'ailleurs, j'oublie une étape. Les différentes choses qu'il faut faire, c'est créer, on va dire inventer, créer / formaliser, et publier. Okay, et à chaque fois, en fonction de nos motivations et tout, ça peut changer d'ordre. Si je veux publier, donc, pour publier, il faut que j'ai un truc que j'ai créé, que j'ai formalisé. Donc, il faut que j'invente un truc et que je lui donne une forme. Je pars, en fait, de la motivation finale, du résultat final, un peu de la motivation extrinsèque, j'ai envie de dire, pour aller faire le truc le plus difficile qui consiste à inventer, créer, formaliser. Tout ça, c'est difficile. D'ailleurs, inventer, c'est plutôt plus simple que de créer et formaliser en réalité. C'est assez simple d'avoir une idée, de la mettre sur un post-it et de l'utiliser, quoi. On fait tout ça en jeu de rôle. L'écrire complètement, sans aucune faute, avec la bonne mise en forme, de manière à ce que ce soit compris par des personnes qui réfléchissent pas comme nous, etc. Ça, c'est, on va dire, la partie beaucoup plus fastidieuse. Donc, voilà, ça peut être un parcours de se dire, vas-y, je veux publier, partager, vendre. Donc, je vais créer et formaliser et ensuite arriver à la publication. C'est plutôt rare. Je pense que c'est plutôt rare. Autre parcours possible, on va dire scénario 2, c'est j'ai une idée. Donc, ça veut dire que je commence par la partie inventée, là. Par exemple, je veux adapter une licence. Je veux écrire un scénario. Enfin, j'ai un scénario que je voudrais faire. J'ai une ambiance que je veux faire. Et donc, je l'exécute. J'écris mon scénario, je le joue. Je veux faire une campagne, je sais pas, je dis n'importe quoi, d'Inotopia, là. Je fais ma campagne d'Inotopia. J'invente des outils pour le faire. Donc, je crée des outils pour me permettre de réaliser l'idée que j'avais à la base. Et potentiellement, à ce moment-là, que je les ai testés, que j'ai joué avec et tout, je me dis, ok, je pense que je peux le formaliser et le partager à quelqu'un d'autre. Je pense que ça, c'est ce qui se passe le plus souvent en jeu de rôle. Je sais pas, moi, genre D&D, alors j'étais pas forcément... je connais pas toute l'histoire de D&D, je m'en bats un peu les steaks, mais grosso merdo, au début, il y a des mecs qui faisaient du wargame, à un moment donné, ils ont fait, vas-y, on fait des missions et je sais pas quoi. En fait, ils ont voulu jouer des trucs qui étaient pas trop prévus par leur wargame, donc ils ont eu une idée, quoi. Ils ont bricolé d'autres sortes de modules de jeu. Et en fait, la réussite commerciale derrière est liée en partie au fait de formaliser les jeux qui ont été créés de manière un petit peu émergente pour répondre à des besoins. Donc il y a un côté un peu pionnier dans la création. C'est pas on est parti. Ça c'est le scénario, on va dire, où en fait on exécute l'idée. J'ai une idée. C'est ça le scénario 2. J'ai une idée. J'exécute l'idée. Ça marche plutôt bien. J'essaie de
formalisé parce que c'était cool. Et enfin, je publie potentiellement. Mais ça s'est plutôt fait dans cet ordre-là, quoi. 1, 2. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se retrouve, on va dire, dans mon livre, que je vais te donner là, mes inspirations, mes machins, mes trucs, c'est une sorte de témoignage de ce qu'on a fait, quoi. On a essayé de retranscrire une sorte de mode d'emploi totalement incomplet de ce qu'on a fait, et on est en espérant que d'autres gens puissent en faire quelque chose. Et probablement que ces autres gens vont faire des choses complètement différentes avec, d'accord ? À chaque transmission, déjà, il y a une friction de communication, il y a une impossibilité à retranscrire exactement ce qu'on a fait. Et en plus, il y a une sorte d'effet d'interprétation décalé, etc., qui va faire que ça ne va pas reproduire la même chose, la même expérience, mais on va produire un truc, en gros, qui va venir impacter notre famoso espace de vie avec nos copains. Donc ça, j'ai l'impression, c'est un scénario quand même assez courant aussi. Après, j'ai l'impression qu'il y a un autre scénario 3, où des fois je me retrouve un petit peu. Moi, je suis à la croisée des chemins de tous ces trucs-là, vous voyez. Par exemple, des fois, mes vidéos, alors ça ne concerne pas des jeux en l'occurrence, mais mes vidéos, parfois, il m'arrive de me retrouver dans des sortes de logiques un peu industrielles, comme celle de commencer par vouloir vendre. Vous voyez, le fait de vouloir vendre quelque chose et donc de créer quelque chose pour pouvoir le vendre, c'est une logique d'industrie un petit peu, ou d'entreprise, ou je sais pas quoi. Bah, des fois, sur YouTube, moi, ça m'est arrivé de faire des vidéos alors que, franchement, j'avais pas trop d'idées et je me disais, il faudrait que je fasse une vidéo. Et d'ailleurs, je déteste ce sentiment. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Donc, des fois, cette sorte d'obligation que j'ai pu ressentir à devoir faire une vidéo, qui est complètement artificielle parce que j'ai pas signé de contrat ou je sais pas quoi, bah, ça va quand même me pousser à faire un truc. Ça, c'est ça qui, potentiellement, peut être intéressant. Ça produit pas toujours des trucs inintéressants, cette logique, hein, d'accord ? Donc j'ai déjà pu me retrouver un peu dans le scénario 1 sur la création de vidéos, pareil. Sur le scénario 2, je m'y retrouve souvent, et je pense que vous, si vous faites des parties de jeux de rôle, vous y retrouvez souvent. Ça veut pas dire que vous allez aller jusqu'à l'étape 3 qui est je formalise, etc. Vous avez tous déjà créé des scénarios, des machins, des bidules, mais vous les écriviez pour vous et pas pour les publier nécessairement. Après, il y a un troisième truc. Alors ça, c'est très particulier, c'est, je pense, une approche expérimentale. C'est-à-dire que et ça, je m'y retrouve pas mal aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà le plaisir de créer des jeux pour créer des jeux. C'est-à-dire, des fois, il peut m'arriver de ressentir une sorte de forme de vide, personnellement, à ne rien créer. Parce que, d'une certaine façon, j'aime bien faire ça. Mon cerveau, il aime bien faire ça. Parce que je l'ai beaucoup forcé... Enfin, comment dire ? C'est un mélange d'identité. Quand vous dites, moi, je veux être créatif, je me considère créatif, etc., donc, vous vous retrouvez à vouloir recréer encore et encore des trucs, et vous ressentez un vide, une sorte de je ne suis pas accompli, je n'existe pas, entre guillemets, si je ne suis pas en train de créer un truc, puisque je me définis comme étant un créateur. Donc ça peut être une sorte d'impulsion. Puis aussi, il peut y avoir tout simplement cette envie de créer des trucs, ou même, je sais pas, genre de tester des sortes de mécaniques qui au final n'ont un peu aucun sens, mais comme vous les avez créées, vous dites, vas-y, on va les essayer. Donc il y a dans cette forme de création, on va dire... un peu moins rationalisé, ça peut produire des trucs cool aussi. Mais, d'ailleurs, c'est pas du tout le sujet, en fait, c'est pas une question de valeur, il n'y a pas de... la qualité de ce que vous allez créer, au final, dans tous les cas, est énormément subjective en fonction de qui va s'en emparer, du contexte, de la mode, de la capacité de l'autre à comprendre ce que vous avez créé dans un instant T. Genre, ça tombe 100 ans plus tard, votre jeu, tout le monde comprend comment on y joue. Je dis n'importe quoi, mais vraiment, il y a de ça. Donc en fait, c'est pas tellement... La question de la vidéo n'est pas tellement sur la qualité de ce qu'on... J'essaie de me replacer bien dans le sujet. C'est le pourquoi on crée. Et donc, je pense qu'on peut aussi créer des jeux de rôle, mais ça va plus rarement aller jusqu'à publication, là, pour le coup. De manière un peu expérimentale, genre, on part un peu de rien, on part d'une idée, mais genre... Ouais, c'est pas une idée, genre, je veux... vas-y, faire une grande campagne de Vampire la Mascarade, mais avec ceci, mais avec cela. C'est genre... l'idée même de la campagne que vous voulez jouer n'est pas précise dans votre tête, mais donc vous commencez à essayer de créer des trucs parce qu'en créant, vous découvrez pourquoi vous créez. Voilà. J'ai réussi à arriver à quelque chose. Créer pour voir ce qui va se passer. En fait, c'est littéralement la manière de créer du PBTA. C'est faire du game design pour voir ce qui va se passer. C'est le PBTA de la création de jeux de rôle. Vous commencez à essayer de créer un jeu de rôle sans même trop savoir pourquoi,
Juste parce que l'idée de créer en fait un jeu de rôle vous excite et la direction finale que ça prendra, là où vous allez arriver, n'est pas bien claire. Et c'est pas une mauvaise raison de créer. Je vois très souvent d'ailleurs, en fait, vous créez pour repousser le brouillard de guerre, défricher vos idées et voir ce que vous voulez vraiment faire. Et donc souvent, cette approche paraît un peu naïve, un peu brouillonne, et ça vous rend difficile à comprendre. Et je me retrouve très souvent là-dedans. Vous comprenez maintenant pourquoi je fais la vidéo. Parce que, je prends un exemple, très souvent sur Discord, il y a des gens qui arrivent et qui n'ont pas forcément fait beaucoup de jeux de rôle, et quand ils arrivent, ou d'ailleurs qui ont déjà fait beaucoup de jeux de rôle, mais des fois ils ont des questions, on sent qu'ils sont dans un flou, comme n'importe qui peut être dans un flou à un moment donné. Moi, je vais prendre un exemple très concret, qui va parler aux gens qui regardent YouTube sur le jeu de rôle, parce que on va pas se le cacher, et c'est très décevant, dans mon cœur je suis triste, mais beaucoup de gens qui regardent des vidéos, en dehors de l'actual play, regardent des vidéos de review de jeux, de présentation de jeux, dans l'espoir peut-être de trouver le bon jeu, le meilleur jeu, ou je sais pas quoi. Et donc ça, par exemple, ça pour moi, c'est une grande preuve de confusion. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous demande c'est quoi le mieux entre Chronique oubliée et Donjons et Dragons 5e édition, selon moi, est dans un flou. Alors c'est tout à fait normal, il n'y a pas de jugement là-dedans. À tout moment, moi, si je vais acheter, vous voyez, par exemple, je suis nul en voiture, vous voyez, j'y connais rien en voiture. Si je vais dans un garage et que j'y connais rien, je vais dire c'est quoi le mieux dans les voitures. Mais en fait, c'est une grande preuve de confusion, c'est-à-dire que je suis pas clair sur ce que je cherche comme voiture. Qu'est-ce que je veux faire avec ma voiture, etc., etc. Bah là, pour le jeu de rôle, c'est pareil. Si j'arrive et je dis c'est quoi le mieux entre tel et tel jeu de rôle, je suis dans une confusion parce que je ne sais pas vraiment je débute complètement. Donc, entre guillemets, je pose les fameuses questions bêtes. Alors, on dit toujours il n'y a pas de questions bêtes. Et c'est vrai, parce que c'est ça la première étape pour commencer à entrer dans le truc, c'est de se poser des questions qu'on s'est tous posées et de manière un peu basique. Au départ, en fait, on sait pas du tout comment se positionner. Donc, on demande c'est quoi le mieux, quoi. Un peu comme quand on est perdu dans la vie, et ben, on veut savoir ce que les autres y pensent et penser comme eux. Comme ça, c'est plus facile. Je suis parti méga loin, là. Waouh. Quoi en parler déjà ? Oui, je reviens. Autre exemple de défrichage par les autres, en fait, on va dire. C'est-à-dire que là, au lieu d'expérimenter ces jeux, vous voyez, de me dire, je vais jouer à Chronique oubliée, je vais jouer à Donjons Dragons 5e édition, je vais essayer cette petite règle maison, je vais essayer ces deux scénarios différents et me faire mon propre jugement, on va demander aux autres ce qu'on doit faire. Ok ? Et en fait, en demandant aux autres ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à être inspiré, on cherche de la clarté et de la confiance, que ce qu'on fait, c'est la bonne chose, un référentiel. Donc en fait, quand je demande à des gens, entre guillemets, c'est quoi le mieux entre Chronique oubliée et Donjons et Dragons ? J'essaie de remplir à peu près le même besoin que quand j'achète un livre de règles. C'est-à-dire que je veux que quelque chose qui soit extérieur me donne les réponses. Méditez là-dessus. Parce qu'en fait, je me suis perdu et c'était pas ça ce qu'on était en train de se demander. J'étais en train de parler du scénario 3 expérimental, créer du jeu de manière un peu expérimentale par le vide. Et ben pour moi, c'est une autre réponse. Le fait de créer par le vide de manière expérimentale, c'est un autre moyen en fait d'explorer ce qu'on a envie de faire. Si, par exemple, je me dis je veux un jeu pour faire un peu comme Game of Thrones, qu'est-ce que vous me conseillez ? Il y a des gens qui vont me dire « Oh, tu devrais essayer le jeu Game of Thrones. » Si par exemple, je me dis « Ah, j'aimerais faire une sorte de campagne Game of Thrones, mais je sais pas trop comment faire, etc. etc. » et que je vais sur Discord et que je demande « Vous pensez qu'il faut faire quoi dans une campagne Game of Thrones pour faire une campagne Game of Thrones ?» À ce moment-là, au lieu de faire des campagnes Game of Thrones, de faire des tests, d'inventer des mécaniques, quitte à faire des échecs, etc., et tout, je suis en train, en fait, d'essayer d'optimiser mon énergie, d'accord ? En espérant qu'il y ait quelqu'un qui ait des idées toutes prêtes pour moi, pour pouvoir le faire à ma place. Et bien, cette forme d'économie d'énergie, probablement, je ne veux pas faire de généralité, mais montre qu'en gros, on n'a pas particulièrement le désir de créer, en fait. On n'a pas particulièrement le désir de créer, on a le désir de faire, de vivre une expérience qui sera la bonne et tout, et on essaie de trouver le maximum de raccourcis vers cette expérience en espérant que les autres puissent nous guider. Et donc, on n'est pas dans la démarche expérimentale, potentiellement, à ce moment-là. Je dis pas que c'est pas un truc d'identité. On peut très bien faire les deux, aller demander à des gens, puis aussi bricoler dans notre coin. Mais la démarche de création expérimentale, là, c'est le fait de dire, OK, au lieu de demander aux gens c'est quoi les meilleures options, c'est quoi les meilleurs bidules, etc., je vais
alors que je sais même pas exactement ce que je veux. Quand après avoir posé la question, je veux faire une campagne de Game of Thrones, des gens me disent ce qui, je pense, est la meilleure réponse. Qu'est-ce que tu t'appelles une campagne Game of Thrones? Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Et que du coup, je me mets à réfléchir sur ce que je veux faire pour ma campagne Game of Thrones, mais que je sens qu'il y a des choix que je suis pas encore capable de faire exactement et tout, que c'est pas clair dans ma tête. Là, je suis dans une grande confusion. Je sais pas exactement définir ce que c'est une campagne Game of Thrones. Le mec qui me répond, bah joue au jeu de rôle Game of Thrones, finalement, il va peut-être me faire gagner du temps, il va plus vite m'envoyer expérimenter quelque chose. Mais je me suis encore complètement perdu dans mon explication. Heureusement qu'on est à la fin de... On approche de la fin de la vidéo. Je crois. Créer des jeux pour expérimenter des choses et finalement voir ce qu'on veut faire et tout, je pense que déjà, il y a une forme de motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un jeu. Là, on n'est plus tellement... D'ailleurs, je me suis complètement perdu. On n'est plus tellement dans une logique de publication, vous voyez. Juste, en fait, inventer des jeux et les tester et faire plein de parties différentes, un peu en changeant des paramètres, en inventant des mini-jeux et tout. C'est une manière, en fait, d'explorer ses propres envies et est-ce que nos idées elles sont bonnes, pas bonnes, etc. En fait, de creuser un peu plus directement, j'ai envie de dire, une sorte de chemin un peu singulier, quoi. Pour moi, c'est ça, le fait de créer de manière expérimentale, sans savoir exactement ce qu'on veut faire. C'est, on joue à des jeux sans nécessairement a priori avoir spécifiquement envie de jouer à ces jeux. On joue à des jeux, par exemple, pour tester des jeux. Vous voyez, c'est cette logique-là. Vous achetez des jeux pour les tester. C'est très rare de faire ça spontanément. Vous n'êtes même pas attiré par le jeu, mais vous le testez pour pouvoir le tester pour la satisfaction intellectuelle de découvrir ce nouveau jeu. Et ben, je pense que ça peut exister, tout ça, aussi dans la création de jeux, et que d'une certaine façon, quand on fait ça, et ben, c'est parce qu'on se cherche aussi. On se dit, je vais essayer de créer un jeu de rôle et voir ce que ça donne, sans demander aux autres exactement. Donc je commence à faire des listes. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de créer un jeu de rôle. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est très très flou. Je vais inventer un ou deux systèmes. On va commencer à jouer. Bon, je suis pas sûr que c'était vraiment ce dont j'avais envie. Je suis d'accord. C'est probablement l'approche la moins efficace en termes d'énergie dépensée. Très probablement celle qui va pas donner les meilleurs résultats non plus. Je reviens dans mes sortes de jugements de valeur, mais en tout cas, je pense que c'est une approche qui est possible de la création de jeu, de se dire, je vais créer un jeu parce que je veux créer un jeu, et je suis déjà tombé un petit peu dans ces trucs-là, quoi. Tout simplement parce que je suis excité par le design. Qui m'amène à mon dernier point. Donc là, je suis parti dans des grands délires et tout. Mon dernier point étant que si je me pose toutes ces questions, c'est parce que j'en suis à un certain stade de ma création de jeu. Et j'en arrive un peu à une sorte de cul-de-sac. En fait, je suis très content de toutes les mécaniques que j'ai créées et tout. Mais je me suis rendu compte que, au début, j'étais parti avec une idée très très floue de ce que je voulais faire, qui s'est précisée, mais qui a reviré à plusieurs moments, vous voyez. Et donc, ça me fait me dire que c'était un étrange mélange, cette envie de créer un jeu, entre effectivement vouloir remplir un truc que je trouve rarement au jeu de rôle, qui est le fait de jouer des grands récits chorales, où en fait chaque joueur va jouer plusieurs personnages, on va être un peu tous MJ. Je pense que c'était ça en fait ce que j'ai essayé de faire, c'était de créer une sorte de jeu un peu tous MJ pour faire du Game of Thrones. Mais c'était pas aussi clair dans ma tête au départ, et pas seulement du Game of Thrones d'ailleurs, vous voyez, c'est toujours pas tout à fait clair. J'ai envie de jouer aussi bas. Dans Game of Thrones, on joue beaucoup les nobles, qui prennent les grandes décisions, etc. Moi, j'adore aussi l'ironie dramatique de jouer les plus petits personnages qui font changer quelque chose, qui sont quasiment invisibles dans les rouages de l'histoire, je sais pas quoi, mais qui font basculer les événements. Et donc, ça nécessite pour ça de jouer avec plein de perspectives différentes, d'ironie dramatique, en transparence, où tout le monde sait à peu près ce qui se passe. Et en fait, le jeu, c'est tous ensemble de concevoir cette sorte de fresque historique, où par moment, on est capable de zoomer dans un personnage, puis de dézoomer, d'avoir une vue plus globale de l'histoire qu'on essaie de construire ensemble. Donc on est très très loin du jeu de rôle traditionnel, et ce qui est proposé la plupart du temps. Et ça, j'en étais pas tout à fait conscient au début quand j'ai créé mon truc. Mais ce qui a fait que j'ai commencé quand même sans trop savoir ce que je voulais faire, vous voyez, c'est parce que j'ai aussi une motivation intrinsèque à partager des trucs sur ma chaîne et tout, et je trouvais que c'était intéressant, donc ne serait-ce que pour faire des sujets de vidéo comme je disais, mais c'est généralement pas hyper bien d'être dans ce truc-là, parce que du coup ça me met une sorte d'obligation envers moi-même, genre je fais la promesse que je vais créer un jeu, etc. Et il y a des gens tout de suite qui se font des trucs genre en mode « Oh, j'ai hâte de voir ton jeu édité et tout ». Moi je suis en mode « Wow, calme-toi ». Et puis il y a aussi un mélange avec le troisième truc, là, le truc un peu plus expérimental, dont je parlais, j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots dessus, d'ailleurs je suis toujours pas sûr que ce soit exactement clair, mais il y a une excitation aussi à créer un jeu.
Tout simplement, en fait, la démarche de créer un jeu, la logique, essayer de créer un système et tout, genre je trouve ça rigolo en fait, tout simplement. J'ai déjà créé plein de jeux auxquels je n'ai jamais joué, qui d'ailleurs n'avaient quasiment pas de thème, qui étaient juste logiques, c'était des sortes de créations mathématiques, de systèmes, mais qui n'avaient pas particulièrement d'ambition spéciale. Genre, vous voyez, créer des systèmes de jeu, de rôle qui se baseraient, je sais pas moi, un jeu de rôle qui se baserait sur les échecs. Vous voyez ? En soi, il y a pas de thème, il n'y a pas de fiction qui est proposée ou je sais pas quoi. Mais on se dit, vas-y, est-ce qu'une partie d'échecs, ça pourrait pas permettre de résoudre des trucs dans le jeu? Donc c'est une approche purement ludique de la création. Et là, dans la création de jeu que j'ai faite, où je vous ai partagé des vidéos sans remonter tout, bah il y a aussi un peu de ça. Et d'ailleurs, je pense que ça a été un des trucs qui m'a un peu perdu. C'est-à-dire que j'ai créé plein de systèmes que j'aime bien. On les a joués, et il y a beaucoup de joueurs qui m'ont fait des retours positifs, donc je pense que je suis pas le seul à les aimer. Mais si ces systèmes sont fun, et parfois, j'ose l'espérer, pas toujours très très proche de ce qu'on fait de manière standard, genre la manière dont fonctionne le combat, c'est plutôt une évolution d'un jeu qui lui-même n'est déjà pas très très connu, qui est Crown and Skull de Runehammer, mais avec des principes de PBTA à l'intérieur, enfin genre bref, c'est pas juste un jeu OSR quoi, on va dire, ce que j'ai proposé, avec des 20 plus carac quoi. Donc il y a une réflexion sur la mécanique, et je suis content de ce que j'ai fait. En fait, je me rends compte par contre que toute la structure elle-même du jeu est très standard et du coup ne sert pas mon autre objectif. Comme je suis habitué à analyser et décortiquer beaucoup de jeux de rôle traditionnels, de jeux vidéo, même de jeux de société pour le fun, même si c'est pas du tout un sujet sur la chaîne, je suis pas du tout un grand expert des jeux de plateau et tout, mais je trouve ça toujours intéressant de voir comment ils fonctionnent et tout. Forcément, je suis allé puiser dans ce bagage-là pour essayer de créer les systèmes. J'espérais en fait puiser dans ce bagage-là de jeux très codifiés, des jeux un peu machines, vous voyez. C'est comme ça que j'aime à les appeler, pour pouvoir faire ma sorte de fresque historique, un peu à la Game of Thrones, je sais pas quoi. Et je pense que ça fait un petit peu partie d'un de mes plus gros obstacles, parce que du coup, la manière dont je structure le truc, c'est genre création de personnages, système de progression de personnages, bestiaire. Donc vous voyez, beaucoup de choses qui sont liées à du jeu d'aventure classique. Pareil même pour la résolution des actions. Au début c'était du roll under, maintenant c'est du PBTA. Donc vous voyez, à chaque fois je suis capable de vous citer mes sources d'inspiration. Ces sources d'inspiration s'inscrivent dans un type de jeu qui est le jeu d'aventure plus ou moins narratif. Et donc toutes ces mécaniques desquelles je m'inspire, que je me plais à triturer en fait, pour la satisfaction intellectuelle de créer des machines qui fonctionnent, eh bien, malgré le fait que je sois content de ce que je crée, ça n'atteint pas du tout mon résultat, qui lui serait plutôt, du coup, comme on le disait, mon résultat. Mon autre motivation, qui elle serait plutôt cette idée de faire une sorte de truc Game of Thrones / fresque historique / Les Misérables de Victor Hugo Slavy. Non, juste Victor Hugo. / je sais pas quoi. En récit choral et je sais pas quoi. Tous mes trucs, genre, avoir un système de création de personnages et de progression de personnages, eh bien, ça ne sert à rien, en fait, pour faire du Game of Thrones ou je sais pas quoi. Dans Game of Thrones, on s'en fout du niveau du personnage, on n'a pas besoin qu'il ait une mécanique, on va dire, de progression particulièrement précise. Chaque personnage a sa propre manière de progresser. Et c'est une progression plutôt personnelle ou narrative que mécanique d'ailleurs. Bon, ça c'est une évidence puisque c'était pas un jeu. Après une quinzaine de parties jouées et d'évolution du système, je pense que si je veux pouvoir faire ma sorte de fresque historique, etc., il faut que je reparte sur des bases complètement différentes. Là, j'ai créé un système de résolution qui me permet de résoudre des épreuves, des combats de manière ludique et tout, qui est intéressant en soi, je trouve, mais partager ça, c'est là qu'on arrive au sujet de ma vidéo. Le partager, je ne suis pas bien sûr de l'intérêt. Alors, je le fais, je le partage. Mais continuer de l'écrire me demande quelle est la plus-value. Je pense que mon jeu, que j'essaie de fabriquer, il est plutôt cool. D'ailleurs, vous pouvez aller le voir si vous voulez sur le Tipeee. Hein. Mais en soi, il n'a pas du tout produit ce que j'escomptais qu'il produise. Tout ce que j'ai écrit dans mon petit livre, là, que vous pouvez aller télécharger si vous le souhaitez sur le Tipeee, n'a pas participé, je dirais, ne serait-ce que de 50%, c'est 20% peut-être, 30% de finalement l'expérience qu'on a eue à la table
quand on y a joué. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si je vous filais le jeu, là, dans l'état dans lequel il est, je pense que vos parties ne ressembleraient absolument pas à ceux que moi j'ai joué. Donc, c'est pour ça que je me pose la question de pourquoi écrire ce truc. Vous voyez ? Donc ça, c'est un premier truc. Et le deuxième truc, c'est que je pense que le jeu que j'ai fait, les règles que j'ai proposées, vont produire des choses probablement différentes, enfin vont participer à produire des choses probablement différentes de ce qu'on ferait dans une partie de Donjons et Dragons ou que sais-je encore. Pour autant, je pense que ça ne va pas du tout produire une fresque historique ou je sais pas quoi. Et donc, le fruit de toute cette réflexion m'amène à me dire que pour pouvoir faire mon idée de campagne fresque historique, récit choral, je sais pas quoi, ce qu'il faut que je crée, ce n'est pas un système de jeu, on va dire, ludique, de combat, d'équipement, je sais pas quoi. C'est quelque chose qui ressemblerait plus à une aide de jeu, un conseil, je sais pas quoi. Quelque chose qui serait plus de l'ordre de ce qu'on peut trouver, par exemple, dans un Principa Apocrypha en OSR. Principa Apocrypha, c'est un document qui tourne un petit peu dans la sphère old school, enfin des joueurs old school revival, et qui, entre guillemets, essayent de formaliser d'une manière plus ou moins imparfaite ce qui fait le système un peu old school OSR, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un document avec des mécaniques, c'est pas un jeu. C'est des conseils pour, entre guillemets, venir coller à cette sorte de manière de jouer, vous voyez. En fait, ce que je devrais faire, c'est une formalisation. Quelque chose qui, plutôt que de ressembler littéralement à un jeu de rôle papier avec créer un personnage, commencer ici, je sais pas quoi, ce serait une forme de formalisation, mais hyper bien cadrée, une sorte de processus très cadré de conseils. En fait, un peu comme une session zéro. Vous voyez, plutôt que de créer un système genre en mode... En fait, là où je veux en venir, c'est que si vous voulez faire une sorte de fresque historique, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu. Vous pourrez utiliser... entre gros guillemets, Dungeon World, Savage World, on s'en bat les steaks. Ce qui va faire que votre truc va être une fresque historique, etc., ça va être que à la table, vous allez décider de zoomer et dézoomer dans la fiction, d'avoir plusieurs personnages, de pas vous concentrer sur l'histoire au jour le jour d'un seul personnage pendant 15 sessions, mais plutôt de vous dire, ce soir, on va jouer l'histoire de ce personnage. La semaine prochaine, on va jouer l'histoire de ces personnages. Puis entre les deux sessions, on va réfléchir ensemble à comment on pourrait relier ces deux histoires. Et c'est là qu'en fait, vous allez commencer, vous voyez, à faire une sorte de fresque historique. Peu importe que votre combat, il était joué avec une grille, avec un machin, un truc. C'est pas à ça qu'on vient toucher. En fait, en termes de système, c'est pas les systèmes de résolution des actions qui, en soi, sont concernés lorsqu'on essaye de créer cette sorte de jeu en fresque historique. Et je trouve, j'ai l'impression que s'il y a un truc que j'aimerais bien vraiment pouvoir partager et créer, c'est peut-être plus ça au final. C'est de réussir à créer un outil cool pour jouer en fresque historique. Le truc, c'est que cet outil, je l'ai pas non plus. J'ai joué ça plusieurs fois, que ce soit en one-to-one, en ce moment même en tant que joueur à une table. J'ai joué quelques campagnes où on a un peu touché à ça, au fait d'avoir plusieurs personnages, d'être un peu tous... plus ou moins tous MJ, d'aller dans différentes régions du monde et de faire respirer l'histoire au-delà de la perspective de nos quelques PJ qu'on essaye de faire monter en niveau. Mais je l'ai jamais vraiment documenté, j'ai jamais vraiment essayé d'en faire un outil. Et je pense que c'est ça la direction que je vais essayer de suivre. Que d'essayer de créer un jeu. C'est très satisfaisant intellectuellement d'avoir créé les mécaniques du Cendremonde. Je pense que si vous allez télécharger le truc sur le Tipeee et que vous jouez avec, il va se passer des choses qui ne seraient pas arrivées si vous aviez joué au jeu auquel vous êtes en train de jouer actuellement. Mais est-ce que j'ai envie d'écrire de plus de choses sur le jeu? J'en suis pas bien sûr, parce que aussi ce qui s'est passé dans la campagne que je jouais avec le système Cendremonde, c'est qu'à chaque partie presque, j'inventais un nouveau système. Et ça, c'est ma manière de jouer au jeu de rôle. Et ça aussi, je pense que c'est peut-être un truc qui serait intéressant à documenter. C'est-à-dire que il est plus simple, et il est même plus logique de formaliser des jeux de rôle et de partager des jeux de rôle, parce qu'en fait, ça s'inscrit dans une logique commerciale. C'est-à-dire que si je vends un jeu de rôle à quelqu'un, en lui disant... Donc je lui vends l'illusion dont on a parlé, la sorte de fantasme, etc. Je lui vends des systèmes qu'il peut utiliser à sa manière et tout. En fait, je lui vends un truc standardisé. Au final, ce qu'il fait avec et tout, je m'en fiche. Et accidentellement, cette personne va probablement se mettre à créer ses propres jeux et tout. Mais en gros, comment expliquer ça? Je me perds.
C'est vraiment une vidéo philosophie. Mon Dieu. Oui. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un vide à un endroit dans la sphère hobby jeu de rôle, que ce vide n'est pas tout à fait comblé. Et qu'en fait, on a de fait tous un peu une manière de créer nos parties et tout. On a tous joué à des jeux différents. On s'est tous amusés à créer des jeux. Mais en fait, le seul produit véritable qu'on arrive à faire ressortir, c'est produit partageable, j'entends. Ce sont les actual play, qui sont pour moi vraiment une manière de formaliser le jeu de rôle et de le partager, qui est vraiment très très bien, qui répond à des besoins que les livres n'arrivaient pas du tout à remplir, en termes, on va dire, de démocratisation, et de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui jouent. Bon, après, il y a la partie, on va dire, il y a une seconde partie de l'actual play, qui est la performance et le divertissement, et créer des business models sur le fait qu'il y ait des gens qui regardent le spectacle jeu de rôle. Ça, c'est un autre sujet. Mais en soi, c'est beaucoup plus simple de comprendre comment fonctionne un jeu de rôle en y jouant ou en regardant un actual play qu'en lisant un livre de jeu de rôle la plupart du temps. Deuxième truc, après l'actual play, qu'on arrive à pousser, à partager et tout, ce sont les jeux de rôle en tant que tels. Et après, il y a les vidéos de conseils à la con, comme celle que je suis en train de faire, ok ? Mais en termes de conseils formalisés, répétables, je sais pas comment dire, je trouve qu'il y en a pas beaucoup, que c'est pas facile d'accès. Enfin, qu'en fait, ceux qui ont le plus de visibilité ne traitent pas des sujets que je trouve les plus intéressants à titre perso. Genre, par exemple, je trouve ça hyper intéressant, la démarche de créer son propre jeu. Que plein de gens, à leur table, ils inventent leur propre mécanique, ils créent leur propre truc et tout. Et peut-être que je me berce d'illusions, mais il n'y a pas vraiment d'outils pour ça, de manière standardisée de présenter ça. Et les jeux, je trouve, qu'on propose, hein, les jeux qu'on partage, en sont un mauvais reflet parfois. Un reflet un peu erroné, ou on va dire un reflet un petit peu imparfait. Parce que par exemple, je pense qu'il y a plein de campagnes maison qui sont jouées, où en fait, entre la session 1 et la session 25, le système a changé plein de fois. Pourquoi le système a changé plein de fois ? Pas parce qu'on tendait vers un résultat, pas parce qu'on se disait on voudrait que le jeu il fasse ça, c'est parce qu'on s'est dit ah, cette séance-ci, j'ai pas trop aimé ceci, j'aimerais bien faire ce truc-là la prochaine fois. Ou alors, oh, mes PJ ils vont assiéger une ville, ok, mon jeu ne prévoit pas qu'on puisse assiéger une ville, donc je vais inventer un système, je vais inventer un truc, un module, pour qu'on puisse assiéger une ville cette fois-ci. Et j'ai l'impression que, au final, quand vous achetez un livre de jeu de rôle, et qu'il a été joué, vous achetez sa version finale, mais vous achetez pas nécessairement sa meilleure version. Vous achetez sa version formalisée. Il y a un biais cognitif, probablement de l'auteur, qui va lui faire se dire cette version finale, c'est la version aboutie, c'est la meilleure version. Mais en fait, elle est basée sur ses souvenirs, sur ses expériences, plus ou moins floues, plus ou moins anciens, et aussi, cette version finale est probablement basée sur une sorte d'urgence à publier, à accoucher du truc, parce que sinon, le jeu peut se modifier à l'infini, vous voyez. Le jeu n'est jamais... vous pouvez écrire votre jeu à l'infini en souhaitant l'améliorer ou je sais pas quoi. Mais en fait, vu que vos goûts échangent, que votre table a des nouveaux besoins, si vous jouez au jeu tout en essayant de l'améliorer, enfin, je veux dire, c'est infini. Donc à un moment donné, il faut vous arrêter sur un truc. Donc en fait, ce qu'on reçoit à la fin, c'est vraiment quelque chose de très particulier, quoi. Le livre de jeu de rôle qu'on reçoit là. Et je me dis... Enfin, je pars loin. Hein, et je me dis pourtant qu'un des trucs que moi je trouve super cool et intéressant, c'est au cours de ma propre campagne, de modifier mon système en me disant, parfois dans une sorte de but d'amélioration long terme peut-être. Hein. Genre, bon, cette mécanique-là, de fait, elle est vraiment naze, elle est pas fluide, on peut l'améliorer. Donc ça, c'est des changements peut-être qui vont persister d'une partie à l'autre, vous voyez. Évidemment, il y a des concepts qui restent, des trucs qui changent pour de l'optimisation, on va dire. Mais beaucoup des choses qui sont jouées à la table, en fait, sont des choses qu'on ne va jouer qu'une seule fois et qui... en fait, répondre à un besoin de la table. C'est-à-dire que moi, quand je suis en train de faire mon playtest, en fait, de créer un jeu et de le faire jouer à des gens, en fonction des gens avec qui je vais playtester mon jeu, le jeu ne sera pas le même à la fin. C'est pas qu'une histoire de vision d'auteur, vous voyez. C'est pas qu'une histoire de j'ai un cap hyper clair et à la fin, quand on aura fini la campagne, j'aurai le meilleur jeu du monde, vous voyez. Mais non, c'est pas ça. Je suis en train de créer un jeu tout en y jouant avec des gens. Et ça, c'est un processus qui est hyper intéressant. Et je trouve que je manque de ressources là-dessus, vous voyez. Ça me frustre. Je me dis, si j'arrivais à partager des trucs comme ça, ce serait ouf. Et je pense que sur l'idée là que je vous proposais de... Enfin, que je commençais à me lancer
d'essayer de formaliser une sorte de document pour faire une campagne récit choral fresque Game of Thrones, you know, et ben, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que jamais tu pourras vendre à des gens la promesse « Tiens, prends ça et ça va faire une campagne Game of Thrones comme tu voulais. » Non, non, tu vas lui donner... Ce que tu veux lui donner, c'est des outils intellectuels, des retours d'expérience, des trucs, en fait, pour le préparer un peu mieux, ou l'inspirer un peu mieux, pour l'expérience totalement émergente qu'il va vivre avec d'autres gens, pour essayer de surmonter certains obstacles, avoir des propositions à montrer. Ah bah tiens, regardez, dans ce document, il y a un modèle de session 0 pour faire une campagne à la Game of Thrones qui est proposé, pourquoi on n'essaierait pas de faire ça? Vous voyez? Et je trouve que c'est beaucoup plus réaliste, raisonnable et objectivement utile que de proposer un jeu, bizarrement. En tout cas, ça me semble être moins une illusion. Bref, la vidéo est trop longue et je crois que je me suis un peu perdu. Enfin, je sais plus trop comment la conclure. Mais voilà, j'espère que ça vous aura inspiré et tout. Merci de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur le banc MG.